avec Julie Debatty, qui est ma 8e rencontre TV Chin de ce mois d'août 2021. Alors, merci Julie d'avoir accepté et je te remercie vraiment beaucoup d'être là. Merci à toi surtout d'avoir pensé à moi. Ah, c'est super. Mais je vais peut-être donner un petit mot sur, parce que j'aime toujours bien l'envers du décor aussi, c'est comment on s'est connus. Alors, oui. Moi, je t'ai connue en fait un jour par mon éditeur qui me dit « Va voir un peu sur le mur d'une super influenceuse ce qu'elle dit sur toi. » Sur Instagram. Alors moi, Instagram, déjà, je flotte, moi, Instagram. Hein. Bon, tu as un petit peu remarqué. Je me suis rendu compte qu'effectivement, tu avais lu mon livre « Devenez qui vous êtes » et tu avais adoré. Et, et c'est vrai que la manière dont tu en as parlé, ben, voilà, tu avais tellement bien compris le concept que j'ai eu envie de prendre contact avec toi. Et puis, j'ai découvert que derrière la Julie Debatty qui est sur les réseaux sociaux avec des superbes images, avec des belles formes corporelles, avec des beaux mouvements fitness, etc., il y a une histoire. Hein, oui. Ouais, voilà, il y a une très belle histoire. Et puis, on s'est demandé à un certain moment, mais qu'est-ce qu'on va donner comme titre à notre rencontre? Et de fil en aiguille, on en est venu à dire qu'on allait appeler ça « Derrière la carapace ». Parce que c'est vrai que pour le sport, ben, tu as dû développer une certaine carapace. Hein, on ne tombe pas et si on tombe, on se relève. On a 10 secondes pour se relever. Enfin, toutes des choses que tu m'as appris que j'ai trouvé passionnant. Et puis que derrière ça, il y a une femme d'une sensibilité extraordinaire et que cette femme-là, elle vit aussi derrière la carapace. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai dit en introduction. Julie, est-ce que toi, tu as envie déjà de dire quelque chose d'autre sur toi? Parce qu'effectivement, j'ai oublié de le dire quand même, tu as été 2 fois championne du monde en karaté et 17 fois championne belge de Belgique. Et donc, jusqu'à tes 24 ans, ça a été ta vie et tu dis, ben moi, je suis née dans le karaté et à 2 ans, j'avais déjà mes petits gants de boxe. De karaté, oui, tout à fait. Non, mais c'est vraiment ça. Je suis née. En fait, mes parents tenaient le plus gros club de karaté de Liège. Et moi, je suis née dedans, mais vraiment dedans. Et mon landau était dans la salle pendant que mon papa donnait les cours de karaté. Et dans le landau, tu avais un petit bébé qui faisait comme ça avec ses pieds. Et c'est genre, c'était moi. Et alors, quand j'ai à peine commencé à marcher à 4 pattes, ben, je me mêlais déjà avec les grands, je faisais comme eux. Et puis, quand j'ai commencé à marcher, à la limite, j'ai même fait du karaté avant d'apprendre à marcher. Donc, je faisais vraiment, à la limite, plus du karaté, des mouvements de karaté, des grands écarts, de la souplesse, etc., sans même marcher. Et puis, ben voilà, j'ai commencé en fait tout à fait naturellement le karaté, comme manger, boire, dormir, ben, ça faisait partie de ma vie. Et à 2 ans et demi, j'ai commencé les compétitions à 6 ans, à 14 ans. J'ai été championne de Belgique pour la première fois parce qu'on ne pouvait pas avant. J'ai été la plus jeune ceinture noire de Belgique et même internationale parce qu'à l'époque, le karaté, ce n'était pas pour les enfants. Donc, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas de karaté pour enfants. Il fallait 14 ans pour faire du karaté. Et mon père s'est dit, si ma fille de 2 ans et demi y arrive, je vois pas pourquoi un autre enfant ne pourrait pas y arriver. Et donc, il a créé les premiers cours, je pense même au monde, de baby karaté avec moi. Et voilà, donc on a commencé à faire les premiers karaté pour bébé, et pas pour bébé, façon de parler, à 3 ans. Et puis après, voilà, j'ai fait ma carrière internationale de combattante, parce que moi j'étais une combattante, parce que dans le karaté il y a plusieurs techniques. Il y a les katas, c'est une espèce de chorégraphie de mouvement de karaté dans le vide, donc ça ressemble à pas une chorégraphie, donc c'est un combat imaginaire mais on est seul. Et il y a des combats, des vrais combats, où on se bat réellement. Et moi, c'était ma discipline dans laquelle j'ai percé, où j'ai gagné 2 Coupes du Monde et 17 titres de championne de Belgique jusqu'à mes 24 ans, où j'ai décidé d'arrêter pour fonder ma famille. Ben oui, il y a un moment quand même où la femme reprend le dessus. Mais dis-moi, moi, je suis toujours épatée par les jeunes comme ça qui très vite deviennent des noms dans leur discipline. Mais justement, en parlant de discipline, c'est quoi finalement la vie d'une jeune sportive qui va aller aux Jeux Olympiques quelque part
hein, qui va… Le karaté n'a jamais été olympique, il vient de l'être pour la toute première fois cette année. Ça, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'on a tendance à croire, mais ça a été mon grand regret sur toute ma carrière, c'est de ne jamais pouvoir espérer un jour d'être olympique. Et là, bon, j'ai 40 ans, j'aurais eu difficile de me mettre à niveau des petites jeunes qui ne font que ça aurait été difficile. Mais oui, donc, en plus, le gros problème, c'est que le karaté n'est pas du tout un sport professionnel. En tout cas, il ne l'était pas et il ne l'est même pas encore maintenant en Belgique, du moins. Donc, c'était un sport qui était très exigeant, où on n'avait pas de structure autour de nous, donc pas de médecin, pas de kiné, pas de nutritionniste, pas de staff, rien du tout. Les compétitions étaient à nos frais la plupart du temps, les voyages aussi. De temps en temps, c'était quand même l'équipe nationale, la fédération qui payait certaines choses, mais c'était pas tout le temps le cas. Donc, c'était vraiment quelque chose où on était seul, voilà. Et donc, ça demande du travail, ça demande de l'investissement en parallèle des études. Et justement, tu t'entraînais aussi. Combien d'heures par jour, par semaine? Je sais pas te dire, franchement, je me souviens plus spécialement, mais je m'entraînais tous les jours. À un moment donné, quand j'étais en humanité, j'ai demandé quand même une dérogation à l'école pour pouvoir ne pas faire gym. Parce que bon, je pense que le sport, j'en faisais quand même assez comme ça. Et pour pouvoir profiter de mes heures de gym, en fait, pour pouvoir étudier. Donc, aller à l'étude pour faire mes devoirs, etc., etc. Ça m'a été refusé, par contre. L'école n'a pas voulu. Donc, c'était pas très, très cool. Mais par contre, ils ont quand même aidé quand je partais les week-ends en compétition et que j'avais pas le temps d'étudier pour l'interro le lendemain ou le lundi. Ils me la laissaient repasser dans la semaine. À ce niveau-là, ils étaient quand même assez cool. Mais c'est pas facile, ouais. Voilà, ça c'est pas facile et la grosse chose, je vais dire que moi il m'a manqué dans ma carrière, c'est un suivi médical réel, parce que je poussais mon corps à des extrêmes, il travaillait tout le temps. J'avais aucun conseil nutrition, donc je mangeais comme bon me semblait. J'avais pas de préparateur physique, j'avais pas de kiné, j'avais pas de médecin qui me suivait. Donc les bobos que j'ai eus, j'ai été dessus, ils ont jamais été soignés et j'ai continué. Ce qui fait malheureusement que j'ai arrêté ma carrière à 24 ans parce que mon corps était en souffrance totale. Je n'en pouvais plus physiquement, il était meurtri. J'ai continué le sport parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais bon, j'ai créé d'autres choses dans le sport et j'ai continué à pousser mon corps à l'extrême pendant des années. Et là, maintenant, le bilan fait qu'à 40 ans, mon corps, il est cuit. Voilà, il est très, très abîmé. J'ai des blessures, j'appelle ça des blessures de guerre, qui font que malheureusement, comme je n'ai pas été suivie, j'ai été mal soignée, on ne sait pas les soigner, on ne sait rien faire pour moi, il faut que je vive avec ces douleurs toute ma vie. Voilà, donc ça fait que ça change un petit peu. Voilà la petite parenthèse par rapport à ça, mais c'est pas facile effectivement de être dans un sport amateur qui coûte, d'avoir les études à côté. Puis à un moment donné, quand on a fini les études, il faut quand même bien travailler, il faut gagner sa croûte pour financer ses compétitions aussi, et puis pour vivre. Et puis à un moment donné, on se dit finalement je fais un sport qui me rapporte rien du tout financièrement, parce que quand je gagne, j'ai une médaille en chocolat. Merci, félicitations. Au revoir. Donc, pas de prime, pas de cadeau, rien. Certains pays, ils les avaient, mais en Belgique, on n'a rien du tout. Que dalle. Donc, voilà. Alors, à un moment donné, tu te dis, c'est bien gentil le sport, mais il faut quand même que je vive. Et donc, tu arrêtes le sport de haut niveau pour faire ton métier, et voilà. Oui, et en même temps, tu dis vers 24 ans, de toute façon, il est temps pour moi que j'arrête. Mais ceci oui. Dans ce que j'ai compris, tu es aussi ce que j'appelle une serial entrepreneuse. T'arrêtes pas de créer. Tu as une entreprise aussi. Tu montes des programmes sportifs. Tu en as d'ailleurs un qui est en ligne là pour l'instant. On va en parler tout à l'heure et c'est ce que tu t'apprêtes à faire sur l'année 2021-2022. Mais justement, en fait, serial entrepreneur et serial sportif, c'est quoi le lien? Eh bien, déjà, j'ai fait un sport individuel. Ouais. Donc, ça fait déjà beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dû compter sur moi-même. Ça, c'est ce qui arrive quand on est sportif individuel. On n'est pas en équipe. Donc, ce qui se passe, ça dépend juste de soi, de son mental à soi. On ne peut pas se reposer sur les autres. Quand on est en une équipe, bien, si on a décidé de ne pas courir après le ballon dans le match de foot, c'est pas pour autant que le match ne va pas être gagné. Il y a les autres qui sont là. C'est pareil aussi, on peut te changer, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un mauvais jour et l'équipe peut quand même gagner sans toi.
Quand c'est individuel, bah, c'est toi et c'est juste toi. Voilà, tu peux compter que sur toi-même. Et donc, ça permet aussi, ben voilà, d'assumer tout et prendre toutes les responsabilités, parce que tout ce qui se passe et toutes les décisions, et si le mental il n'est pas là, tu peux en vouloir à personne d'autre qu'à toi. Voilà. Et c'est pareil comme ça dans la vie, en fait, parce que dans la vie, on est en solo aussi. Ce qui se passe, ben, c'est nous-mêmes qui le décidons, c'est nous-mêmes qui laissons notre mental influencer sur nos choix, sur notre vie, etc. Voilà, et donc le fait d'être sportive individuelle, bah, j'ai toujours été très indépendante, j'étais très solitaire, entre guillemets, dans le sens où bah, j'ai toujours fait les choses individuellement pour moi. Et donc j'ai créé effectivement ma vie sur ça, où j'ai créé à 17 ans mon premier concept fitness qui s'appelle le K-aerobic. Donc beaucoup de Liégeois le connaissent et ça a été connu quand même pas mal en Belgique. Et c'est un mélange du karaté, évidemment, à l'aérobic, qui m'est venue l'idée de créer justement en étant sportive de haut niveau avec la musique à fond, un truc un peu girly parce que les filles avaient peur de faire du karaté. Eh bien, j'ai décidé de créer du karaté sans coup. On prenait pas de contact, mais le côté défouloir, le côté musculature fine, le côté qui fait du bien, voilà, du karaté sur le côté fitness. Et donc, à 17 ans, j'étais toujours en réto, donc j'étais en train de faire ma réto. J'ai quitté papa-maman, donc je me suis mise en plus toute seule dans mon petit appartement et j'ai créé mon premier concept fitness tout en terminant mes études humanitaires, en faisant mon TFE, etc., etc. Alors, j'ai pas été brillante à l'école, hein, faut pas non plus croire que pas du tout. Je suis toujours passée par la petite porte, mais je suis toujours passée par la porte. Donc, je n'ai jamais doublé non plus. Mais bon, voilà, j'avais quand même aussi une carrière à côté. Donc, voilà. Et puis, à 17 ans, oui, j'ai créé mon premier concept. Et puis, ma vie a découlé là-dessus. Et j'ai consacré ma vie au fitness féminin à partir de mes 17 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la carapace, peut-être? Oui. Parce que tu en as brièvement parlé tout à l'heure. En fait, quand on fait un sport comme ça, comme le karaté, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en combat, si t'es pas complètement dans ton combat, tu prends des mauvais coups, tu te fais très mal, tu perds, et les mauvais coups, ça fait, voilà, c'est des commotions cérébrales, c'est des mâchoires, c'est des nez cassés, tu peux vraiment te faire très très mal. Donc, tu dois toujours être concentré dedans. Et il faut te dire aussi que si c'est pas toi qui gagne, c'est l'autre. Donc, c'est toi ou moi. Donc, tu es obligé, si tu veux être champion et si tu veux gagner, que ce soit toi. Donc, tu penses à toi. Quand tu arrives sur le tatami, tu te transcendes. Tu deviens, moi, j'ai toujours été comme ça, quelqu'un d'autre, une fois que j'arrivais sur le tatami. Et même en dehors, au début. Donc, c'est-à-dire que une fois que j'arrivais dans ma compétition, je me mettais dans ma bulle, je visualisais mes combats, je les ressentais, je les vivais avant de les avoir vécus. Et ça, c'est super important. C'est la même projection que dans la vie. Hein. Il faut se projeter. Si on veut quelque chose, il faut le visualiser, l'imprégner dans ton corps, le ressentir, le vivre virtuellement, à fond, et tu verras que ça se réalisera. Eh bien, ça me vient du karaté, en fait. Quand je combattais, j'étais au bord de mon tatami, je fermais les yeux et je ressentais des sensations de technique que je voulais placer à tout prix. Et je sentais que je les marquais et je ressentais que j'avais le point. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vraiment, je vivais mon combat virtuel. On m'a toujours dit, mais qu'est-ce qu'elle est froide, celle-là. Elle est toujours hyper concentrée. Elle est antipathique. Elle est hautaine. En plus, j'avais les cheveux très noirs, mais noirs. Ce qui n'aidait pas. Donc, j'étais vraiment très dure. Et les gens ne m'aimaient pas. Clairement, ils ne m'aimaient pas. J'étais à leurs yeux, hautaine, froide, inaccessible, antipathique, et dans la vie de tous les jours aussi. Mais c'était ma carapace de combattante. C'était mon univers. J'avais pas le choix. Si j'étais pas concentrée, je me faisais bouffer. Et effectivement, les fois où j'ai pas fait ce petit travail de visualisation, où je me suis laissée influencer par les autres, où je me suis laissée perturber par le combat que j'ai vu avant d'une autre, je me suis dit, oh purée, elle est forte celle-là. Fini. Donc, quand tu étais dans le mental, en fait. Ah ouais. Mon combat, il se jouait dans le mental. Et c'était mon point faible.
C'était mon mental. Me faire influencer par la pression, par être impressionné par quelqu'un ou quelqu'un qui vient me dire oh, t'as pas de chance, hein, tu vas tomber contre la championne. Bon truc. Donc, alors, voilà. Alors, des fois, ça m'a aidé. C'est ça, c'est qui est important aussi dans la vie parce que des fois, ça m'a aidé. Ouais. Et je sais bien que si on n'aime pas le karaté, tout ce que je vais dire ici, ben, en fait, c'est la vie. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est comment toi, tu l'as vécu et ce que tu Ouais. dis aux gens, ce sont des leçons de vie. C'est magnifique. Et alors, ce qui est fou, c'est que à 16 ans, j'ai fait mon premier championnat de Belgique senior. Donc, j'étais là, plus jeune, puisqu'à partir de 16 ans, tu peux combattre contre les plus âgés. Et il y avait des filles, évidemment, qui étaient là depuis des années, qui étaient des championnes de Belgique en titre, que tout le monde connaissait, que personne ne battait. Et moi, j'étais la petite jeune de 16 ans qui débarque pour la première fois chez les grands. C'était vraiment ça. Et voilà, c'est ça. Et alors, je commence mes combats, je gagne. Un deuxième combat, je gagne. Et puis, à un moment donné, il y a un coach qui vient me dire, tu sais que la fille que tu as battue, elle vient d'être championne du monde. Je fais, ah, bon, bah voilà, je ne le savais pas. Donc, comme quoi, ça ne m'a pas influencé. Mais la suite, c'est surtout la finale. La finale, je tombais contre mon idole en karaté. C'était pour moi mon modèle. La fille qui, pour moi, était la plus forte, avec qui j'avais eu un échange en plus avant, en lui demandant de s'entraîner avec moi, de me coacher, de me donner des trucs, etc. Elle m'a dit oui, oui, pas de souci, elle était super fière, etc. Et on combat. Et moi, j'y suis allée, mais zéro pression. Mais zéro pression. J'étais la petite jeune qui débarque pour la première fois chez le senior. Je me suis dit, Julie, t'as rien à perdre. Même si t'es championne de Belgique en titre chez les jeunes, c'est pas grave, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Si tu perds contre elle, t'as perdu contre la meilleure. C'est pas grave, t'es jeune, t'as encore toutes les années devant toi pour faire tes preuves. Et si tu gagnes, bah c'est génial, voilà, t'as gagné. Et j'ai gagné. Wow. Je l'ai battue. Et je l'ai battue. Alors, elle n'a pas digéré. Pas du tout. Parce que c'est une fameuse claque de se faire battre par une petite jeune qui débarque. Du coup, elle n'a plus jamais voulu me coacher. Et nous sommes devenus des rivales, puisqu'à ce moment-là, on était en compétition pour combattre en international et tout. Donc, je suis devenue sa rivale. Mais comme quoi, c'est fou. Je suis allée sans pression. Je me suis vraiment dit, t'as rien à perdre. Ose, vas-y, lâche-toi, donne ton maximum et on verra ce qui se passera. Et c'est comme ça dans la vie. C'est vraiment comme ça dans la vie. Alors, oui. Enfin, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, mon expérience de karatéka, c'est mon école de la vie, quoi. Ça m'a appris, mais tellement sur ma vie pour après. Mais écoute, moi, j'ai pris plein de notes parce que j'aime bien de voir le lien justement entre des univers différents, comme le sport qui est un univers et l'entrepreneuriat ou se lancer dans la gestion de ses projets qui est un autre univers. Et c'est vrai que ce que tu as dit, il y a vraiment tellement de choses. Hein, il y a effectivement, la première chose que tu as dit, c'est d'abord, on compte sur soi. Et c'est vrai que quand on met la responsabilité de sa vie dans les mains de l'autre, ben, on est quelque part un peu foutu. Et toi, tu l'as appris par un métier, oui, c'est un métier aussi, par une discipline, on va dire, dans lequel tu pouvais compter que sur toi, compte tenu des événements. Et puis, tu as dit une autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est, toi, tu parlais de concentration. Et moi, ce que j'entendais quand tu parlais de ça, c'est je suis ici, maintenant et nulle part d'autre. Et si je ne suis pas ici, maintenant et ailleurs, et si je suis ailleurs, je reçois un mauvais coup. Et en fait, c'est un peu ça aussi dans la vie de l'entrepreneuriat. S'il n'est pas encore focus sur ce qu'il veut, sur son objectif, voilà, et qu'il se laisse distraire, ben oui, il laisse passer des choses comme une facture, une mauvaise facture, un contrat qui signe mal ou des choses comme ça. Puis tu as dit aussi, à partir du moment où je partais dans mes peurs et donc dans mon mental, j'étais foutue. Hein, mais combien de gens ne lancent pas leur activité parce qu'ils sont dans leur mental? Et puis tu as dit aussi visualiser. Visualiser, je trouve ça vraiment… c'est magique. Et des fois, j'ai visualisé et je n'arrivais pas à visualiser. Oui. C'est fou, hein? Oui. Et des fois, donc, j'étais dans ma concentration
Et j'avais des pensées parasites qui venaient. Je me laissais distraire par des sons extérieurs, par des pressions. Parce que le problème qu'il y a eu aussi, c'est que j'ai été médiatisée à un moment donné. Puisque le karaté était un sport à connotation très masculine, des filles pas féminines, des filles mecs, etc., etc. Et quand ils m'ont vu débarquer, la fille super féminine qui faisait des concours de beauté, en plus, j'ai fait ça, mais soit. Pas le style camionneur, quoi. Voilà, et alors des fois j'arrivais même en interview, petite anecdote, j'arrivais à une interview radio après avoir gagné une Coupe du Monde, je pense que c'était à cette époque-là, j'avais 17 ans, et j'étais là en train d'attendre qu'on vienne me chercher pour faire mon interview. Et puis j'entends les gens qui passent devant moi. Mais enfin, mais où est-ce qu'elle est, Julie de Mathis? Elle est en retard et tout. Je regarde, je fais, c'est moi. Je suis là. Alors ils me regardent avec des yeux comme ça. On vous imaginait pas du tout comme ça. On vous imaginait hyper masculine, etc. On ne pensait pas du tout que c'était vous qui étiez championne de karaté. Donc, c'était dingue, quoi. Donc, les gens avaient cette image-là. Donc, du coup, je suis devenue la Miss Karaté, la fille qui était mignonne et qui faisait du karaté. Ouais, un peu. Et donc, du coup, j'ai été pas mal médiatisée là-dessus. Et c'est vrai que quand j'avais des TV qui venaient, par exemple, faire des reportages sur moi dans mes championnats, je perdais mes moyens. C'est terrible. Je me mettais tellement de pression, je gérais pas bien et donc j'étais pas, je me laissais distraire. Je pensais à mon image, je pensais à comment être, etc. Et j'étais pas focus sur mon combat ni à ma compétition et ça se passait pas bien. Voilà. Ça, c'est incroyable ce que tu dis parce que c'est vraiment la différence entre être et faire. Et quand tu dis, je me laissais impressionner par mon image, mais c'est quelque chose de complètement extérieur à soi et finalement, c'est aussi quelque part quelque chose qui peut nous enlever toute notre fibre et toute nos vibrations intérieures. C'est quand, mais toi encore plus avec cette pression médiatique et effectivement où on jouait beaucoup sur ton image de pin-up, de beauté, de femme qui n'est pas du tout dans le style de la boxe. Donc j'imagine que karaté, ouais. Oui, pardon. Ouais. Dans les sports, peu importe, dans tous les sports de combat, les filles n'avaient pas une image positive féminine d'après eux, et ça s'est féminisé à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes premières compétitions de karaté que j'ai fait à 8 ans, il n'y avait pas de catégorie femmes, c'était mixte, c'était filles-garçons, ça n'existait pas. Il y avait trop peu de monde, trop peu de femmes qui le faisaient, et donc je combattais chaque fois contre des garçons. Et petite anecdote, première compétition, j'ai fini 3e, j'étais derrière les garçons, mais devant aussi. Deuxième compétition, j'ai fini 1re. Et c'est la fille qui a battu tous les garçons. Et ça, c'était comique. Girl power. Et donc, comme quoi, comme quoi, on n'aurait jamais cru qu'une fille battrait des garçons et je les ai battus. Alors, eux, ils n'ont pas digéré, évidemment, parce que se faire battre par une nana à un sport viril, entre guillemets, ça fait mal, quoi. Mais voilà, donc oui, les premières fois, c'était mixte. Et puis après, ils ont créé des catégories filles-garçons parce qu'il y avait de plus en plus de filles qui se sont mises au karaté. Et donc, il y avait assez de filles pour pouvoir combattre entre filles. Bien évidemment, ça c'est quand même, pour mettre quand même l'église au milieu du village, ça s'est produit avant l'adolescence. Avant l'adolescence, les filles et les garçons, pour moi, ont plus ou moins une force similaire, une vitesse similaire morphologique. À l'adolescence, je me serais retrouvée face à des garçons. Je ne pense pas que j'aurais gagné parce qu'ils sont plus rapides, plus forts, ils ont plus de force. Donc, un mauvais coup passe plus difficilement en venant d'un garçon que d'une fille. Donc, voilà, ça, c'est clair que le sport féminin et le sport masculin, c'est quand même très différent, mais à l'enfance, c'est tout à fait réalisable. Voilà. Oui. C'est quand même précisé. J'avais jamais fait le… Oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est super. Alors, c'est vrai qu'on parle de tes réussites. Moi, j'ai aussi envie de parler de tes échecs, au fond. Comment est-ce qu'on se ramasse quand on est par terre? Comment est-ce qu'on se ramasse quand on ne gagne pas? Voilà, j'ai envie de te passer un peu le flambeau par rapport à ça. Et puis peut-être que justement, on va pouvoir en tirer des belles leçons pour ceux qui tombent dans l'entrepreneuriat ou dans le lancement de leur projet. Donc, j'ai envie de t'écouter finalement, c'est comment est-ce qu'on se ramasse et peut-être comment est-ce qu'on se ramasse aussi grâce peut-être à une carapace, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous dire comme ça ou est-ce que la question est un petit peu trop générale? Désolée, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Voilà, c'est déjà du direct. Écoute, oui, tout à fait. Alors,
pour revenir de nouveau au karaté, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prenait un mauvais coup, normalement, le KO est interdit au karaté. Hein, donc, normalement, on doit toucher, on ne peut pas faire mal à l'autre. Mais il arrivait des fois qu'on prenne des mauvais coups et qu'on tombe par terre de douleur, de mal, de KO, etc. Et on a 10 secondes, et c'est ça que tu disais au départ, on a 10 secondes, à l'époque, je ne sais plus les règles actuelles, mais je pense qu'on n'est pas très très loin, 10 secondes pour se relever. Wow. Si on reste à terre, on est déclaré forfait et on perd, mais l'autre ne gagne pas non plus. Hein. Il est disqualifié, donc il n'y a aucun gagnant, mais tu perds. Donc tu dois te relever. Et moi, j'ai des souvenirs de coups que j'ai pris, évidemment, parce qu'il n'y a pas toujours des gentils non plus dans le karaté. Et comme quand on est à un moment donné la bête à abattre, ben, on essaie par tous les moyens de la casser, de la briser, de lui faire des sales coups pour qu'elle se blesse, en fait, pour ne plus être concurrente, pour pouvoir gagner. Enfin, toutes les mesquineries sont permises autant dans le sport que dans la vie. Mais, eh bien, donc je tombais et j'entendais mon père, qui était mon coach, qui me hurlait debout, mais il me hurlait dessus, lève-toi. Et alors tu te lèves, t'es là, t'as 1000 étoiles qui frétillent, t'es obligé de te remettre en place et on te dit go, combattez. Et là, t'es complètement parti, t'es sonné, t'es KO, mais tu dois assumer, sinon tu te reprends un KO derrière. Ben oui. Et donc, tu te relèves en fait extrêmement vite, ton mental prend le dessus et boum, t'y vas, quoi. Voilà. Alors, par contre, moi, j'ai été élevée dans le karaté par rapport à ça, et ça, je dirais que ça fait partie de la première Julie qui a existé. C'est qu'on m'a toujours appris, tu ne dois pas être la première à donner les mauvais coups. Donc, c'est pas toi qui dois attaquer, c'est pas toi qui dois faire mal. Mais si on te fait mal, tu te relèves et tu rends le coup 2 fois plus fort. Ah, 2 fois. Et moi, j'ai été élevée comme ça. Donc, ça voulait dire que je prenais un mauvais coup. Je disais, toi, ma cocotte, tu veux jouer à ce jeu-là, ça va pas bien se passer. Je me levais et je lui mettais une danse. Je suis désolée de dire ça comme ça. 2 fois plus fort pour calmer les choses. Sache que si tu veux jouer là-dedans, je t'aurai toujours 2 fois plus fort. Voilà. C'est juste un avertissement. Donc, mais en même temps, ça m'a porté des préjudices parce que j'ai perdu à cause de ça. Parce que des fois, j'ai mis KO des filles par vengeance, hein, par orgueil, par caractère, d'où la carapace aussi. Et bah, on m'a disqualifiée et bêtement, bah, tu perds. Tu perds parce que tu as laissé ton orgueil te prendre ton dessus. Mais c'est ce qu'on m'avait toujours appris. C'est ce qu'on m'avait toujours appris. Alors, à la fois, j'ai été admirée pour ça et détestée pour ça, parce qu'il y en a qui disaient, Julie, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle a un caractère terrible, un sale caractère, qu'on m'appelait quand même. Souvent, elle se laisse pas faire. C'est vrai, je me suis jamais laissée faire. Jamais. Mais en même temps, on me détestait parce qu'on me traitait de méchante, etc., etc. Donc, c'est ça, la fameuse carapace, c'est côté hautain, côté sûr de soi. Parce que si t'es pas sûr de toi, tu te fais bouffer par les autres dans les arts martiaux. T'as pas le choix. Donc, et tout ça, les gens ont pris ça par de la prétention, de la méprisance par rapport aux autres et être écrasante. Non, c'est juste que c'était la vie que je devais mener à ce moment-là qui m'obligeait à être comme ça, puisque si je n'étais pas comme ça, ben, j'aurais jamais été la championne que j'aurais été. Clairement. Probablement, oui. Si mon caractère ne m'avait pas permis de me relever à chaque fois, de me battre, ben voilà. Et puis, ça a instauré un espèce de respect, entre guillemets, ou dans le sens où on savait qu'il fallait pas me chercher non plus, quoi. Mm-hmm. On se méfiait quand même un petit peu. Et quand je dis que c'était l'ancienne Julie, c'est vraiment l'ancienne Julie. Parce que au fil du temps, à force de vivre comme ça, à force de vivre bah justement à être dans tu me l'as fait à l'envers, je vais me venger et je vais te faire encore plus mal. Eh bien, le négatif engendre le négatif et finalement, on ne s'en sort jamais et c'est toujours la surenchère, etc. Et c'est pas bon, finalement. Et puis, j'ai l'impression que si on remet ça dans la vie, hein, parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec ton expérience et ton vécu, c'est que finalement, si on a comme objectif d'abattre l'autre, hein, enfin, entre guillemets, hein, mais de prendre le dessus sur l'autre, on perd l'objectif fondamental qui est de prendre le dessus sur soi-même. Et oui. En business, je pense que c'est la même chose. S'il y a un moment où tu veux faire un sale coup pour montrer à l'autre que il t'a pris un client, eh ben, tu vas voir. Moi, je vais te faire aussi un ça. Tu perds ton objectif qui est peut-être ta mission de vie, qui est peut-être ton objectif perso. Et là, tu sors de ton… Tout à fait.
Tu sors de Non, mais c'est moment. absolument. Et puis, tu te déforces, moi, je trouve. Tu te déforces et puis, ça ne sert à rien parce qu'à un moment donné, ça ne va jamais s'arrêter. Parce que si l'autre en face rend les coups, Oui. ça ne s'arrête jamais à un moment donné. Donc, c'est pas comme ça qu'on avance. Et c'est clair que moi, la vie, par contre, dans le business, une fois que je suis devenue, quand j'ai lancé mon premier concept qui est aérobique, des coups bas, on m'en a mis. Et encore maintenant, 23 ans après, on a essayé de me détruire, on a essayé de me voler mes concepts, on a essayé de me copier, on a essayé de prendre tout ce que je faisais, copier-coller et de refaire la même chose. On m'a volé, enfin, on a fait plein de trucs mais immondes, on m'a tapé des réputations pas possibles, etc. Et quand tu te prends ça dans la poire, mais vraiment, c'est violent, ça te dégoûte, tu as juste envie d'arrêter, quoi. C'est comme quand tu as pris ton coup, tu dis non, j'ai plus envie d'avoir mal, je veux pas me relever. Alors, soit tu te relèves et tu reprends le coup, tu vois, et là, comme j'ai dit, ou alors tu te relèves parce que tu as le mental et tu te dis, tu sais quoi, je vais pas rentrer dans ton jeu. Ouais. Je vais pas répondre à ce que tu fais. C'est dommage pour toi. Tu veux m'avoir? Pas de problème. Mais, merci. Merci. Tu sais pourquoi? J'attends. Parce que mon défi était de dire, t'essaies de m'avoir, c'est pas grave. Je vais devenir 2 fois plus forte. Je vais devenir 2 fois plus grosse. Pour moi-même. Et comme ça, pour moi, et puis aussi, alors pour moi, d'abord, et pour ne pas te laisser me rattraper. Donc, du coup, en fait, l'adversité et tous les coups bas que j'ai pris dans ma vie, au moment où je les ai pris, j'étais anéantie, ça faisait mal, j'étais dégoûtée, j'avais envie d'arrêter. Donc, vraiment des claques énormes. Et puis finalement, à chaque fois, ça m'a aidée. Donc en fait, finalement, j'ai juste envie de dire à toutes ces personnes qui ont voulu ma perte, qui ont voulu me faire abandonner, qui ont voulu me faire arrêter par jalousie du succès que ça avait, j'ai juste envie de leur dire merci, mais un énorme merci, parce que ça m'a permis de grandir encore plus, de devenir encore plus fort, de me remettre en question et de ne pas me reposer sur les lauriers et de ne pas rentrer de sortir de ma zone de confort, justement. Parce que j'étais rentrée en train d'être ronronnante et j'étais dans une zone de confort, tout fonctionnait, c'était facile. Et puis là, tu as l'adversité, tu as quelqu'un qui, tu te dis, moi, je ne me laisse pas avoir, je vais devenir plus fort. Et ça, je pense que le tempérament de combattant fait ça aussi. Voilà. Le fait de te relever, de combattante, de sportive, de combat, ça te permet aussi d'être comme ça. Maintenant, pour revenir justement par rapport à la vie et par rapport au coup que tu prends et que tu te relèves tout le temps, il arrive aussi, et ça on en a discuté, tu sais bien sur quoi je vais venir, il arrive à un moment donné où à force de prendre des coups et de tomber par terre, il y a des moments où tu as envie de dire foutez-moi la paix, laissez-moi par terre, j'en ai besoin cette fois-ci. Tu vois? Et de dire secondes, mes 11 secondes et mes 12 secondes, mais je fais le choix de rester par terre. Oui. Et je pense que c'est important aussi. Alors, il ne faut pas tout le temps rester par terre et ne jamais se relever parce que sinon on ne fait jamais rien dans la vie et on n'atteint jamais ses objectifs. Mais à un moment donné, quand tu en as pris beaucoup, que tu as fait quand même pas mal de burn-out, parce qu'il faut quand même reconnaître ce qui est, j'en ai quand même eu beaucoup à mon âge, et bien à un moment donné, tu te dis, tu as juste envie de dire à tout le monde, laissez-moi tranquille, laissez-moi le temps de stop. Et tu coupes tout. Tu acceptes ton état, tu acceptes que tu es mal, tu vis ta tristesse, tu vis ton mal-être, tu le laisses rentrer en toi et tu y es, tu l'acceptes, quoi. Et je trouve que c'est aussi une étape qui est importante parce que ça te permet aussi de te reposer, de te recentrer sur l'essentiel, surtout quand on arrive à 40 ans, et de te dire, finalement, est-ce que j'ai envie de mener ce combat toute ma vie? Est-ce que je ne suis pas un peu fatiguée de ce combat-là? Et est-ce que j'ai toujours envie d'être dans ce combat-là? Ou est-ce que finalement, je ne me relèverai pas pour changer de direction?
Et je me relève quand c'est le bon moment. Et je décide de me relever quand je l'ai décidé. Oui. Oui. Et je m'octroie ce droit, pour une fois dans ma vie, de ne pas être la guerrière, de ne pas être la fille qui se relève. Je m'octroie le droit d'être mal. Eh ben, je trouve que c'est important. Tout à fait. Et moi, j'avais été très touchée quand on avait commencé à préparer ce moment-là. Justement, ces 10 secondes, ça m'est resté vraiment en tête, mais je t'assure, ça a fonctionné, là, les 10 secondes. En me disant d'abord, c'est très peu. Oui. Et peut-être que heureusement que c'est très peu, parce que sinon on prend plaisir à se lâcher et à goûter au ressourcement rapide. Mais peut-être aussi que c'est suffisamment court pour à un certain moment se dire « Ah non, là, moi, les 10 secondes, elles ne seront jamais suffisantes. » Et donc, je décide que je ne me relève pas ici, je me relèverai à un autre moment. Et moi, j'avais été très touchée par ça parce que c'est vrai que le nombre de gens, tu parles de burn-out, le nombre de gens qui font des burn-out et qui, quelque part, font passer ça pour d'abord une semaine de grippe, et puis une semaine de gastro, et puis, tu vois, et continuent leur combat contre eux-mêmes avant de déclarer vraiment forfait en disant, ben non, là, je fais vraiment un burn-out et mon corps, il a dit zut. Mais je trouve aussi que c'est important parce que quand on met ça dans le business aussi ou dans la gestion de ses projets, peut-être qu'il y a un moment où il faut savoir déposer les armes d'un business. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça ou… Oui, non, tout à fait, tout à fait. À un moment donné, il faut aussi s'écouter. Il faut s'écouter et à un moment donné, voilà, il y a des petites phrases aussi dans le milieu du business qui disent à partir du moment où tu te lèves le matin et que tu ne te réjouis pas de faire ce que tu vas faire et que tu as une boule au ventre et que tu ne prends plus de plaisir à faire ton travail, c'est à ce moment-là qu'il faut quand même te poser les questions. Est-ce que je reste dans la bonne direction ou pas? Et donc, aussi ton livre, Devenez qui vous êtes, c'est ça aussi. C'est à un moment donné. Et alors, moi, ce livre, il est resté très longtemps sur mon meuble où je le voyais tous les jours et je ne l'ouvrais pas. Et je crois que c'est mon éditeur qui te l'avait conseillé, c'est ça, Oui, tout à fait. Et je ne l'ouvrais pas parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. Ce n'était pas le moment. Non. Et puis, à un moment donné, j'ai recommencé à ressentir que j'avais effectivement plus de plaisir, que je ressentais plus de négatif que de positif dans ce que je faisais. Et je me suis dit, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de changer et de passer à autre chose aussi? Et alors, ce livre est tombé à pic. Et là, je l'ai ouvert et ça a été la révélation de Devenez qui vous êtes et où j'ai décidé d'enlever définitivement la carapace. Voilà, parce que la carapace, elle a changé au fil des années. C'était une carapace de guerrière, de combattante, individualiste, rien que pour elle. J'ai eu très difficile aussi de travailler avec des gens, très très difficile parce que tant que j'étais employée, ça ne me dérangeait pas. Mais quand je suis devenue chef, j'ai eu très difficile de déléguer, de faire confiance. Pour moi, le travail était toujours mieux fait par moi-même. Ça, c'est le propre souvent des indépendants. Et donc, à un moment donné, voilà, j'ai difficile de faire confiance parce que très individuel, très, très autodidacte, très… voilà. Et puis, à un moment… Rapide aussi. Rapide, des idées à la seconde tout le temps, des projets tout le temps, toujours rebondir. Dès qu'il y avait un truc qui allait pas, j'étais déjà un coup d'avance. Toujours un coup d'avance. Et alors, c'est dingue parce que tous les grands changements de ma vie ont été faits par des phases où justement, il y a eu un souci, il y a eu un creux, il y a quelque chose qui s'est mal passé, il y a eu des événements qui faisaient que ça sentait la fin. Ça sentait la fin, ça changeait, ça fallait changer. Et donc, du coup, là, tu te dis, soit tu t'arrêtes, soit tu meurs, t'abandonnes, ou tu te dis, next. On va passer à autre chose. Et alors, c'est là que tu as les idées géniales. Pour moi, moi, c'est chaque fois à ce moment-là. Moi, c'est comme ça que j'ai créé le Body Girly, qui a été mon deuxième concept féminin il y a 7 ans. Je l'ai créé
Et bien simplement, et comme si les gens l'écoutent, c'est pas grave, c'est pas un secret. Le K-aérobic existait depuis, ça faisait au moins 15-16 ans que je donnais cette discipline-là, qui a extrêmement bien marché, et qui commençait un peu à s'essouffler. Il y avait un peu une lassitude, parce que moi aussi, je ronronnais dans ma manière de travailler. Et donc, du coup, ça se passait très, très mal. C'était au bord de devoir arrêter la SBL parce qu'elle ne suivait plus. Et alors là, je me suis dit, si tu créais autre chose. Et en fait, j'étais partie sur autre chose qui était, enfin, le bodygirly au départ, ça devait être tout à fait autre chose. Et puis là, je me suis dit, ben, ce truc-là, fais-le en cours collectif, vas-y. Et alors, ça a marché, mais du tonnerre. Ça a relancé ma première discipline parce que les élèves qui sont venus pour le bodygirly ont aimé le aérobic finalement. Ça m'a redonné un coup de boost dans ma création de mes cours. Et les deux ont explosé. Et là, quand je dis que ça a explosé, je suis passée de, je pense, 30 profs que je formais à 60, le nombre d'élèves aussi a triplé, etc. Donc, ça a été vraiment un succès. Mais comme quoi, c'était d'un moment où j'aurais pu choisir le chemin, j'abandonne, je laisse tomber, ou je vais ailleurs, non, je vais ailleurs, je fais autre chose. Et ça va rebooster. Et voilà, c'est ça qui s'est passé ici. Et comme maintenant, bah, Be Fit Good, qui est mon nouveau bébé, quelque chose que j'ai créé pendant le confinement, comme quoi le négatif, eh bien, peut amener du positif. Le confinement, bah, moi, m'a transformée et m'a permis de m'orienter vers quelque chose qui me correspondait plus. Voilà. Et qui correspond à un moment de ma vie idéal. Voilà, mon corps me lâche, je suis fatiguée physiquement avec les années de sport que j'ai. Je ne peux plus lui demander la même chose qu'avant, clairement. Et tu ne demandes plus, et c'est là peut-être que tu es au-delà de la carapace, c'est que tu pourrais continuer dans, ok, Julie, elle ne lâche pas, elle continue. Et là, toi, tu as enlevé aussi un petit bout de cette carapace pour devenir toi et pour écouter tes limites. Et c'est ça, hein, devenir soi. C'est autant écouter ses forces que ses limites, quelque part. Là, je me suis enfin, pour la première fois de ma vie, je me suis écoutée. J'ai écouté mon corps. J'ai beaucoup lu aussi les signes, voilà, les signes que la vie t'envoie, plein de bouquins, etc., de plein de choses. Et écoute ton corps aussi, un chouette livre d'ailleurs qui parle de ça. Et donc là, tu comprends en fait que tu te dis, ben oui, mais en fait, tout ce qui se passe là, c'est des alertes. De toute façon, dans tous les sens, en train de te dire, Julie, oui, warning, 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 faut que t'arrêtes là, faut que t'arrêtes. Et il s'est passé aussi quelque chose au point de vue personnel, santé. Voilà, ceux qui me connaissent savent un petit peu que j'ai failli perdre quelqu'un de très, très proche. Et là, ça secoue très, très fort. Et là, tu te dis, OK, est-ce qu'il serait pas temps maintenant de se calmer, voilà, de se ressourcer et de vivre la vie que tu as envie de vivre maintenant. Maintenant, voilà. Et donc, je me suis écoutée. Voilà, je me suis écoutée. Et puis, il y a des choses qui se sont produites entre-temps aussi qui ont fait que, voilà, il y a des choses qui se sont arrêtées d'elles-mêmes parce que c'est comme ça. Eh bien, pour ne pas repartir dans la même spirale infernale et ne pas retourner dans ce rythme qui n'était plus le mien, je me dirige vers autre chose. Voilà. Je pars sur de nouveaux projets, une nouvelle vie, une nouvelle Julie, et qui va être plus à l'écoute d'elle et qui va être plus aussi dans l'écoute des autres et qui va donner. Je vais te mettre une phrase parce que c'est la phrase qu'on me ressort souvent sur les réseaux sociaux. On me dit que je suis un soleil et que je suis lumineuse pour les gens dans leur journée. C'est un super beau compliment qu'on ne m'avait jamais dit avant, du tout. Parce que j'étais derrière ma carapace, hein, de nouveau. Eh bien, j'ai vraiment envie de dire que maintenant, en fait, Julie, elle a enlevé la carapace, la première, la deuxième, et qu'elle a laissé sortir le soleil qui était derrière cette carapace noire. C'est joli ce que tu dis vraiment, parce que dans ce que tu racontes, on voit bien les 3 moments où ta carapace a changé d'orientation. Hein, quand tu as arrêté les combats sportifs, pas les combats, comment est-ce qu'on dit, les combats? Oui, c'est ça, les combats, oui. Voilà, les combats, et où justement là, tu as lâché un peu ton âme de guerrière. Et puis moi, je vois bien dans tous les programmes que tu as mis après, où c'était beaucoup plus
une âme de guerrière contre soi, mais plus contre quelque chose. Et je crois que les programmes que tu mettais en route, c'était aussi pour apprendre aux gens à se dépasser, mais en toute tranquillité, quelque part. Hein? Et, enfin, les premiers concepts, c'était vraiment quelque chose de bien intensif, bien dynamique, etc. Carapace, ça ne tire pas comme ça. Hein? Voilà, ça a été petit à petit et être dans la plus, à la limite, plus encore jouer dans la performance, dans le côté spectaculaire, etc. Faire des choses où chaque fois quand on me voyait faire, on me disait waouh, etc. Et là maintenant, bah, tu te dis, Julie, t'as 40 balais, ton corps il est foutu. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Il est tellement abîmé de mes anciennes de ma carrière que je peux plus me permettre de faire la même chose. Je peux plus lui demander les mêmes exigences. Je peux plus lui faire des choses qui sont contre nature physiquement parce que il a été meurtri. Ce qui ne veut pas dire que mes concepts sont mauvais. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que par rapport à moi, ils ne me conviennent plus maintenant parce que mon corps ne peut plus se le permettre. Et ils conviennent parfaitement à d'autres personnes. D'ailleurs, il continue d'exister. Mais moi, je me dirige vers quelque chose de plus en harmonie avec mon âge, mon corps et ce que j'ai envie d'être. Voilà, quelque chose de bien-être physique et mental. Et ça va être la nouvelle Julie. Eh ben, qu'est-ce qu'elle met sur pied, alors, la nouvelle Julie? Parce que c'est vrai que là tu es vraiment à un moment de passage aussi, hein, dans ce que j'ai compris de ton histoire. Donc, tu es en train de mettre toutes nouvelles choses au point. Alors, c'est quoi le futur de Julie? Ben, voilà, c'est ça. C'est être à l'écoute d'elle, penser à elle, se diriger vers la vie qu'elle a envie de mener, clairement, et donner à un maximum de personnes. Et donc, c'est pour ça que moi, je me consacrer en ligne. C'est le confinement qui m'a aidé à faire ça parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et dans lequel je me retrouve pleinement parce que quand je donnais en présentiel, on va dire ça comme ça, des cours ou des coachings privés ou même en groupe, tu restes quand même limité à un nombre de personnes à qui tu peux donner quelque chose. Ici, bah, moi, mes cours avant le Covid, j'avais 70 personnes à la fois dans mes salles qui suivaient mes entraînements. C'est énorme dans le fitness. Avec le Covid et les restrictions, j'ai dû descendre à 28 personnes et certaines restrictions ne me permettaient pas d'augmenter à 14 personnes. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, sur le web, sur les réseaux sociaux, eh bien, je peux toucher des milliers de femmes en même temps. Donc, je consacre mon énergie à plus de monde. Et comme j'ai plus beaucoup de réserves d'énergie, on va dire ça comme ça, sportive, eh bien, maintenant, j'ai vraiment décidé de me dire l'énergie que je vais le donner, je vais pas seulement la donner à X personnes, je vais la donner à un max de personnes en même temps. Et donc, je vais essayer, voilà, de transmettre tout ce que j'ai acquis de sport bien-être, de se faire du bien au corps avant tout pour sa santé. Et c'est vraiment pour moi l'objectif principal, c'est faire du sport, non pas parce qu'on veut être une bombasse sur la plage, mais parce qu'on veut être en pleine santé. On veut se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau, avoir un corps ferme, dynamique. J'ai pas dit d'être une top modèle, c'est quelque chose de bien, voilà, quelque chose de sympa. Et aussi faire du sport pour sa tête. Parce que faire du sport, ça fait du bien, ça évacue les tensions, on transpire, on se vide l'esprit, on pense pas à autre chose parce qu'on est focus sur ce qu'on est en train de faire. Donc, ça évacue, donc ça fait beaucoup de bien au moral. Et à côté de cela, moi, je vais accompagner donc, dans mes programmes, et ça, on le sent de plus en plus sur mes réseaux sociaux, eh bien, arriver à donner un petit peu de bonheur, de joie, de solaire aux gens maintenant, parce qu'avec la crise sanitaire qui a eu, les inondations maintenant, c'est vraiment un monde qui part en sucette totale et qui, si on se laisse avoir, on n'est que dans un brouillard et que dans un nuage. Et donc, j'essaie vraiment de donner gratuitement, parce que les réseaux sociaux, c'est gratuit, un petit peu de soleil tous les jours, de rappeler l'essentiel aux gens grâce à des petites phrases, à des sourires. Et c'est super important. Et en fait, petite anecdote par rapport à ça. On me dit tout le temps, t'es hyper souriante, tu dégages tout le temps quelque chose d'être bien, heureuse, lumineuse, etc. Toujours. C'est pas vrai, je suis pas tout le temps comme ça. Hein, moi aussi, j'ai des coups de mou. Hein, des fois aussi, je pleure, hein, même des fois beaucoup. Mais ce qui est dingue, c'est que les réseaux sociaux, ça a été ma thérapie. Mais tellement, parce qu'en fait, je me suis mise à prendre mon téléphone et à faire des stories. Et je me voyais.
Parce que tu te vois quand tu fais une story. D'accord? Et tu te vois. Et si tu fais la gueule, Ah oui, c'est ça pas c'est bien. foutu. Mais c'est dingue. Ouais. Et par contre, si tu te souris pour essayer de sourire aux autres, tu te vois sourire et tu deviens bien. C'est magique. C'est ce que je dis dans mes petites phrases régulièrement aux gens qui me suivent. Mais le matin, regardez-vous, mettez-vous face au miroir, regardez-vous vous dans les yeux. Donc c'est un peu comme ton selfie, c'est la même chose. Regardez-vous, faites-vous un compliment et souriez-vous. Mais tu te regardes dans le miroir le matin et tu te souris, eh ben tu souris, t'es de bonne humeur. C'est dingue, c'est communicatif. Et alors donc le fait de moi sourire et de venir avec une énergie positive, un sourire dès le matin dans mes petites stories que je faisais parlantes, eh bien les gens me disaient tu me fais un bien fou, c'est mon rendez-vous du matin, il faut que je te vois sourire parce que tu me donnes envie de sourire. Et donc ça a été magique. Et là je me suis dit, Julie, tu as quelque chose à donner aux autres en fait, autre que le sport. Parce que c'est bien, mais tu as fait ça quand même pendant 40 ans de ta vie. Donc, je vais continuer le sport, bien évidemment. Mais j'ai envie de donner aussi, eh bien, ce sourire, j'ai envie de le partager pour que les gens se sentent mieux dans leur tête, dans leur peau, qu'ils s'acceptent, qu'ils s'aiment, qu'ils arrêtent de se foutre de la pression par rapport à mon expérience de sportive de haut niveau. On arrête de se foutre de la pression parce que quand tu te mets la pression négative, il n'y a rien de positif qui vient derrière. On visualise énormément. Et ça, je le dis de plus en plus. Visualisation, projeter du positif, penser positif, voir du positif. Voilà. Il n'y a rien à faire. Tu restes dans le négatif, tu vas tomber dans le négatif, dans un engrenage négatif, tu n'auras que des négatifs qui vont se produire. C'est rectangle. Et c'est comme un combat. Si je ne me voyais pas gagner, je perdais. Si je me voyais gagner, je gagnais. Et ben c'est parce que je me donnais les moyens aussi. Hein. C'est pas parce que tu vas rêver toute la journée en disant « Oh, je vais être milliardaire !» Ça va tomber. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Il faut bosser derrière. Mais si tu mets les deux en même temps, le travail, le mental, le courage, le relevé et la visualisation et arrêter d'être en guerre avec tout le monde et de vouloir avoir raison et de écraser, etc. Non, vas-y, crois en toi, visualise-toi, souris-toi, aime-toi, bosse et ça viendra. Et c'est vraiment ça, voilà. C'est tout à fait ça. Et en fait, c'est fou parce que quand on t'écoute et qu'on te voit, en fait, c'est juste. En fait, ce que tu dis et ce que tu fais. Et c'est vrai que moi, j'ai regardé une de tes vidéos et j'ai fait souvent les exercices avec 2 bouteilles d'eau devant une piscine. J'aime bien ces exercices-là parce que pour moi, ils sont pas dans la accessibles. Ouais, oui, c'est ça, ils sont accessibles. Ils sont pas dans la performance et c'est gai, quoi. Et en plus, effectivement, tu les fais avec le sourire. C'est pas, allez, on y va. Non, non, c'est, il y a quelque chose qui se dégage et moi, j'aimais bien. Je le fais quand même de temps en temps aussi, hein. Je dis, allez, on y va, hein. Oui. Je vais chercher l'énergie. Ceux-là, ils me plaisaient bien et j'aimerais bien vraiment qu'on te connaisse encore plus parce que c'est vrai qu'il y a une forme de congruence qui est là. Derrière cette ancienne carapace, il y a Julie qui est hyper congruente. Et donc, moi, je vais mettre tous tes liens, en tout cas, pour qu'on puisse te retrouver. Et alors, Julie, on arrive tout doucement à la fin de notre rencontre. Est-ce que tu as envie de donner le mot de la fin ? Bien, moi, j'ai juste envie de dire aussi aux gens, enlevez votre carapace, devenez vous-même et soyez lumineux, souriez-vous, souriez à la vie et la vie vous le rendra. Merci. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et aussi, une toute petite chose aussi, je vais juste rajouter, c'est que dans chaque épreuve, et ça, je peux le garantir, c'est du vécu à 500 000%. Chaque épreuve que tu vis mal, qui t'arrive, que tu te prends une enclume sur la tête et tu te dis, putain, c'est pas possible, pourquoi encore à moi? Il y a un cadeau caché de la vie. Super. Tu le trouveras peut-être pas tout de suite, mais regarde bien, et il y a un cadeau caché de la vie. Moi, je suis en plein dedans. Alors, lis le livre d'une. J'ai interviewé une nana, une femme qui a écrit le livre Cadeau et qui explique ça. Oui, justement. Tu m'as dit. Ah bah, je vais le lire avec plaisir. Mais c'est dingue, mais c'est fou. Et je n'y ai jamais pensé avant. Jamais. C'est parce que ces derniers événements-ci ont fait que, bah voilà, il y a eu des gros soucis de santé, voilà, et qu'un très bon ami nous a dit,
les amis, il se passe tellement de choses négatives dans votre vie, là, pour l'instant, que ça ne peut être qu'un signe ou qu'un cadeau que la vie vous envoie pour vous dire, les gars, réveillez-vous, ouvrez les yeux, il faut changer. Et c'est tellement ça. C'est Merci. tellement ça. Voilà. Tu es un ange. Merci beaucoup.